Je pense pas que ça va rendre, mais... En septembre 1161, je reçois une lettre de la reine Aliénor d'Aquitaine, me conviant au baptême de sa fille. L'événement sera célébré le mois suivant, dans un village appelé Domfront, au pays de Passay, en Normandie. Le jeune écrivain que je suis est piqué par la curiosité de ce lieu que je ne connais pas. Alors, moi, chrétien de Troyes, entreprends ce long voyage en direction de l'Ouest, à la découverte de cette cité, son histoire et son chant. Le premier château aurait été fondé au début du XIe siècle par le seigneur Guillaume Ier de Bellême. Installé au sommet d'un éperon rocheux, il voit la ville se développer du bon. En 1048, Geoffroy Martel, comte d'Anjou, s'empare d'Alençon et de Domfront. Cette attaque porte directement atteinte au droit d'un certain Guillaume le Bâtard, futur Guillaume le Conquérant. Ce dernier assiège le château de Domfront et obtient la capitulation du comte d'Anjou. Le pays de Domfront entre alors dans la Normandie. À la mort de Guillaume le Conquérant, les seigneurs de Bellême en profitent pour reprendre Domfront. Mais les habitants se révoltent et chassent Robert II de Bellême en 1092. Ne pouvant rester sans seigneur, ils font appel à Henri de Clerc, le plus jeune fils de Guillaume le Conquérant. Henri entreprend la construction du donjon de pierre et l'église du prieuré Saint-Symphorien. À la mort de Guillaume le Roux, son frère, il devient roi d'Angleterre en 1100. Mais son autre frère, Robert Courteheuse, convoite le trône. Les deux frères s'affrontent en 1106, lorsque la bataille de Saint-Ouen. Henri Ier de Clerc récupère le titre de son frère, duc de Normandie. Nous sommes en 1152. Henri II, Plantagenet, petit-fils d'Henri Ier Beauclerc, épouse Aliénor d'Aquitaine pour étendre ses terres. Aliénor reçoit Domfront en douaire. Elle y donne naissance à une fille nommée Aliénor également. C'est son baptême qui nous amène aujourd'hui en ces lieux. Notamment la présence de leur fils, Richard, cœur de lion, et Jean, son frère.
face orientale du château, en réponse au conflit grandissant avec le roi de France Philippe Auguste. Il fait bâtir une courtine à guet. Cet édifice forme une galerie de 100 mètres de long qui desservent des archères. Un demi-siècle plus tard, le roi s'invite, donne la sorte de discours rebelle. La cité appartient désormais au comte d'Artois et fait son retour dans le domaine royal. Charles II le Mauvais, roi de Navarre, ainsi que certains barons, sont favorables aux Anglais. La guerre féodale, qui débute au milieu du XIVe siècle, devient progressivement un conflit national. Les Anglo-Navarrais s'attaquent aux places normandes. C'est le début de la guerre de 100 ans. Attendre 2 sièges et plus de 40 années d'occupation avant que les Français ne reprennent la forteresse. En 1574, le château subit le dernier siège de son existence, durant les guerres de religion. Gabriel de Montgomery, chef protestant, débarque d'Angleterre et tente de soulever la Normandie. Attaqué par le maréchal de Matignon à Saint-Lô, il se réfugie avec une centaine d'hommes à Domfront. Le lendemain, 7000 hommes assiègent le château durant 25 jours, l'obligeant à se rendre. Pour éviter que le château ne serve à nouveau d'abri à de potentiels ennemis, le duc de Sully, premier ministre d'Henri IV, ordonne la destruction des fortifications et du donjon par la poudre en 1608. La ville a continué à grandir et prospérer, mais sans son château. Au XIXe siècle, de nouveaux bâtiments sortent de terre. L'hôtel de ville, la sous-préfecture ou le palais de justice. Louis Blanche-Pierre, maire de Domfront, propose la création du parc dans le château. C'est également à cette époque qu'ont lieu les premières fouilles archéologiques. Le donjon est ainsi classé aux monuments historiques en 1875. Quant à moi, lors de ma venue en ces lieux, je n'avais pas encore écrit mes œuvres majeures. Mais ce château, au sommet de son rocher, peuplé de reines, de seigneurs victorieux et de destins brisés, m'inspire déjà des histoires de chevaliers, de quêtes et de légendes.